Allez, on va parler d'une histoire pas tout à fait comme les autres, celle d'un aventurier, ex-aventurier de Koh Lanta, mais toujours aventurier dans la vie. Moundir, merci d'être avec nous. Merci de me recevoir, bonjour. Bonjour. Animateur télé, ex-candidat de télé-réalité, c'est Koh Lanta qui vous a fait jadis, connaître. Ouais. Et on dit Moundir Zougari, parce qu'on ne prononce jamais votre nom de famille. Vous êtes en fait comme toutes les célébrités, il y a des gens dont on n'a pas besoin de dire le nom de famille. Parce qu'on m'a toujours présenté par mon prénom et que le nom n'avait pas pour l'instant sa place, mais du fait que je parlais de mon défunt père, il était important pour moi et pour ma famille d'avoir un nom de famille dont je suis fier. Et le voilà, ce nom de famille dont vous êtes fier, et qui est donc sur ce livre qui vient d'être publié chez Robert Laffont, Père et Fils, écrit avec Olivia Caram, j'embrasse. Que vous embrassez. Et je précise que les droits d'auteur sont reversés à l'association C'est que du bonheur, qui s'occupe des enfants hospitalisés. Pourquoi au juste reverser vos droits d'auteur? L'histoire est très simple. Ma fille, Alia, qui était tombée gravement malade il y a de cela 4 ans, donc nous étions à Dubaï en vacances avec ma femme, elle est tombée gravement malade, elle s'est fait hospitaliser là-bas pendant 13 jours. Et ils n'ont pas fait un travail assez méticuleux, donc en rentrant en France, les choses se sont aggravées. Et je connaissais la directrice justement de l'association C'est que du bonheur, qui s'appelle Sonia, et qui m'a permis, en tout cas à nous, d'avoir accès à Robert Debré. Et on a rentré notre fille en urgence, qui a été hospitalisée et soignée grâce à eux. Donc pour moi, c'était une évidence, parce que je ne fais pas ce bouquin pour l'argent. C'est plus un patrimoine pour mes enfants. Le jour où je quitterai cette vie-là, ils pourront connaître l'histoire de leur grand-père et de reverser tout ce qu'on va gagner aux enfants et pour améliorer en tout cas leurs conditions. C'est très noble de faire ça. Alors, je ne sais pas si c'est très noble. Il faudra remercier ma mère. On a été éduqués comme ça. On ne s'attache pas au bien. Voilà, ma mère me disait toujours que c'est dans le peu qu'on est riche. Donc voilà, ça ne changera pas ma vie de toucher l'argent de ce bouquin. En tout cas, ça pourra peut-être changer la vie des Totalement, gens. Totalement, absolument. Et très belle première de couverture, vous êtes très beau dessus. Il y a longtemps. J'utilisais quelques crèmes. Cette photo, c'était en 2009 exactement. Donc c'était un Koh Lanta All Star que j'avais fait. Pourquoi l'avoir choisi, cette photo qui est pas si récente que ça, finalement? Alors, on se dit la vérité ici? Oui, oui. Ah, mais je balance. J'en profite qu'il n'y ait pas de caméra. C'est le moment jamais, il n'y a pas de micro non plus. Non, pour le coup, ça a été, logiquement, je devais avoir une photo de mon papa et moi quand j'étais petit. Malheureusement, la qualité de photo n'était pas terrible. Donc, on a donné un panel de 8 photos et c'est celle-là qui est sortie. Voilà. Et elle vous ressemble, c'est bien vous, ça. C'est gentil. J'ai un peu vieilli maintenant, mais elle est un peu hors taxe, on va dire. Voilà. Voilà. En tout cas, ça fait plaisir de vous voir reposer, souriant, parce qu'on sait que vous avez traversé une épreuve particulièrement éprouvante. Forcément, c'est une épreuve, mais douloureuse. Vous avez été victime d'une forme grave du Covid. C'est ça. Vous en avez un peu parlé sur différents plateaux télé. Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui? Aujourd'hui, je me sens un peu mieux qu'il y a 90 jours. L'évolution se fait dans la patience et aussi un peu dans la dureté de l'entraînement. Il y a des jours où c'est difficile, où j'ai du mal à respirer, et il y a des jours où tout se passe bien. Malheureusement, ça fait partie justement de cette convalescence post-Covid. C'est la plus dure en fait. Je crois que c'est plus dur de rééduquer des poumons qui sont morts plutôt que de rester à l'hôpital, branché de partout. Vous avez passé 15 jours à l'hôpital? Un petit peu plus, 18 jours, dont 5 jours en réa. Voilà, je ne vous cache pas que lorsqu'on sort de réa, on ne ressort jamais indemne. Malheureusement, je suis sorti un peu comme un légume. Et ensuite, j'ai attrapé ce qu'on appelle la forme longue du Covid. Non, c'est-à-dire que le plus dur, c'est la convalescence post-Covid. C'est qu'une fois que vous sortez, donc vous sortez quand même dans des conditions assez terribles. Et lorsque je suis resté chez ma mère, parce que j'étais pas transportable, pour rentrer chez moi dans le sud, j'ai eu une infection pulmonaire, et ce qui s'est traduit en fait après avec un épanchement pleural. Donc c'est des douleurs, c'est des protocoles qu'on change. J'ai fait des réactions allergiques aux piqûres anticoagulants parce que je dois me piquer tous les jours durant 4 mois. Ça fait partie du processus. Donc ça a retardé. Effectivement, les médicaments épuisent et derrière, il faut pas lâcher, quoi. Mais j'espère que les gens vont prendre conscience, grâce à vous, Moundir, de la réalité du Covid, parce qu'en réalité, on vous voyait comme un aventurier, un guerrier, quelqu'un qui a fait un surhomme, qui a fait des épreuves incroyables dans Koh Lanta. Là, on vous voit très, très affaibli dans cette épreuve du Covid. Donc j'espère que les gens, déjà, grâce à vous, vont prendre quand même conscience de ça. Et est-ce que vous vous êtes dit, c'est peut-être la fin, et à quoi vous avez pensé à ce moment-là? Alors, pour répondre à votre question, il n'y a pas de surhomme dans la maladie, il n'y a pas de ultra costaud.
quand la maladie vous frappe, elle vous frappe bien. Oui, et puis donc, c'est ce qu'on appelle le destin. Non, mais vous êtes l'exemple quand même de l'homme jeune, en pleine santé, qui prend soin de son corps et qui... D'où la photo. Ouais. Mais oui, j'ai une hygiène de vie qui est assez propre. Malheureusement, ce virus prouve que ça frappe tout le monde. C'est vrai que moi, j'ai eu la malchance qu'il m'ait bien frappé. Lorsque j'étais en réa, j'ai accepté mon destin parce que je ne contrôlais plus rien. Et à ce moment-là, les choses s'aggravaient pour moi. Et en réanimation, on est endormi. Vous étiez endormi. Moi, j'ai demandé qu'on me mette dans le coma parce que je ne supportais plus la douleur. Et vous n'avez plus aucun souvenir de ce grand sommeil ? Si. En fait, moi, j'ai vu un voile blanc à ce moment-là parce que le médecin a refusé de me mettre dans le coma. Il m'a dit, Monsieur Zougari, vous êtes un monsieur fort malgré que vos poumons sont bien endommagés. La seule solution, c'est que je n'ai pas de produit miracle à vous donner contre le Covid. C'est qu'il va falloir dormir sur le ventre. Mais à ce moment-là, moi, il me reste que 20% à respirer. Donc le fait de me mettre sur le ventre me fait tousser énormément, me brûle au niveau de ma cage thoracique. Alors déjà que je me sentais compressé, donc c'était 2 fois 5 heures. Donc c'était soit ça ou une triste fin, tout simplement. Donc j'avais accepté mon destin à ce moment-là. Mais bizarrement, je le dis souvent à vos confrères, c'est que lorsqu'on accepte son destin, donc j'ai accepté de mourir parce que j'ai pas voulu me battre sur ce que j'avais, bizarrement, c'était assez doux. Ah oui ? Ouais. Quand on lâche prise. Ouais. C'est pas un bon conseil. Non, mais de toute façon, quand ça arrive, quand ça vous frappe, la réanimation, c'est soit vous en sortez, soit vous y restez. Mais donc vous dormiez ? Non, je ne dormais pas, j'étais éveillé. Mais j'avais demandé qu'on m'endorme, mais on a refusé. Il voulait pas. Et je pense qu'il a très bien fait. Vous avez senti une présence sur votre main droite, vous dites ? Celle de votre père. C'est pour ça que je dis que les gens vont me prendre pour un fou, en fait. Mais pas du tout, parce qu'on est tous sensibles à l'au-delà ou à la présence à la force de l'esprit. La présence des morts. La présence des morts. En tout cas pour les croyants et pour ceux qui croient aussi aux esprits. Mais je pense que si j'avais pas fait ce livre-là, j'aurais gardé ça en moi. Voilà, c'est pas quelque chose que j'aurais voulu dire parce que ça reste dans mon intimité, dans l'intimité d'un malade. Moi, je dis ce que j'ai vécu. Voilà, et effectivement, pour moi, mon père était à côté de moi, paix à son âme, et j'ai senti cette douceur que je ne ressens pas en temps normal. Quand vous dites la main. Oui, la main gauche, ouais. Quand vous dites il était à côté de moi, j'ai senti sa main gauche, etc., ça, ce sont des manifestations sensibles, mais qu'est-ce qui vous rend si proche de votre père à ce moment-là, dans le domaine des valeurs, des transmissions, de ce qui... une idée, au-delà d'un contact ? Mais non, mais vous le dites si bien, c'est cette transmission. Je ne vous cache pas que nous sommes une famille de croyants et nous avons été éduqués dans l'amour de la religion. Et c'est vrai que mon père prenait énormément de place. Il y avait cette forme de présence. Alors vous me parlez de surhomme. Mon père faisait 1,98, c'était une masse. Et c'est vrai que l'éducation qu'on a reçue de par mon père et de notre mère, c'est des choses qui ne sont pas... comment vous expliquer ça ? La présence de mon père était quelque chose de primordial. C'est-à-dire, sans parler, on savait ce qu'on devait faire. Et à sa façon de nous regarder, on savait si on avait fait une bêtise ou non. Mais c'est comme ça. Quand on a la foi, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Mais justement, c'est incroyable parce que ce livre, donc Père et Fils, c'est la première fois que vous parlez de ce père mort il y a plusieurs années. En 2005, oui. En 2005, d'une tumeur au cerveau. C'est ça, glioblastome, du lobe droit du cerveau. Donc là, vous avez quand même révélé une partie de votre vie intime. Et c'est au moment de la publication, de la promotion, que vous retrouvez votre père, dont vous parlez dans le livre, que vous le retrouvez en connexion en réanimation. Oui. En fait, si j'avais choisi le fait de faire uniquement la promo de mon livre, j'aurais fait ça plutôt que de choisir cette maladie qui m'a frappé. J'aurais aimé l'esquiver. Ma plus grande frustration lorsqu'on perd un de nos proches, et plus précisément un de nos parents, c'était que mon père n'ait jamais connu ma femme et mes enfants. Et ça, je vis avec ça et je porte ça en moi, au fond de mes tripes, et ça me blesse. Quand ma petite fille Alia me demande où est-ce qu'est papy et compagnie, donc on essaye de trouver les mots. Donc ce livre, ça fait 1 an et demi qu'on l'a fait avec Olivia Caram. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va être un patrimoine pour eux, le jour où ils vont savoir lire, de connaître leur papy. Là, vous avez eu la preuve que votre père était là et qu'il doit vous voir, votre femme, oui, fille, totalement. Mais ça reste quand même après...
lorsqu'on ressent ces choses-là, parce que nous avons une foi en nous qui est indétrônable, le fait de le dire à ma fille, qui est encore jeune et qui est encore toute petite, elle ne comprendrait pas de toute façon. Donc les écrits seront là et puis elle aura une preuve de comment était son papy. Vos enfants qui s'appellent Alia, Ali et Aya. Et Aya, la dernière, qui a 4 mois. Ouais. Et ça tourne quand même autour du prénom de votre père. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Si je suis en face de vous aujourd'hui, c'est parce que j'ai reçu toute cette transmission de valeurs de mes parents et qui nous ont permis, avec le socle familial, d'évoluer, de faire les bons choix dans la vie. Alors, quelles sont ces valeurs, en dehors de la religion? Si vous deviez vous définir, vous dire vos 3 valeurs principales. Alors, la religion, ça reste dans l'intimité, bien sûr. Oui. Moi, j'en ai jamais parlé. C'est quelque chose que je ne dévoile jamais. Parce que je ne veux pas qu'on rentre dans la chambre quand je suis avec ma femme, quand je suis dans la salle de bain tout seul. Donc la religion, c'est pareil. Quand je pratique, c'est pas quelque chose de démonstratif. Ces valeurs-là, ce sont celles qu'ont eues mes parents à l'époque de l'Algérie française. Et quand ils sont venus en France, ce n'est pas pour qu'on ait à subir ce qu'eux ont subi à l'époque. Donc ça va bien se comporter. Donc c'est le travail, les valeurs, le travail. Totalement. Ça passe d'abord par le travail, ça passe aussi par l'ouverture d'esprit, l'acceptation des autres. Savoir s'entourer des meilleurs pour être meilleur. Et est-ce que quand on côtoie la mort de si près, finalement, il y a quand même quelque chose qui change? Est-ce qu'on devient indifférent ou on voit les choses différemment? Pour être honnête avec nous, non. Parce que j'ai toujours aimé la vie. Et le fait d'avoir côtoyé, entre guillemets, la mort ne m'a pas plus motivé à aimer plus la vie. J'ai toujours aimé la vie parce que je fais partie d'une famille de travailleurs. D'ailleurs, mon père me disait « t'as 10 doigts pour 10 métiers ». Et ça, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup lorsque je travaillais dans le bâtiment avec lui à l'époque des contrats de... Il était ébéniste, il travaillait le bois, c'est quand même une matière noble. C'est exactement ça. C'était quelqu'un de très doué. Et on appelait ça à l'époque un OHQ, un ouvrier hautement qualifié. Et quand il a émigré en France clandestinement, il avait été accepté à l'école Boulle par j'adore Beaux-Arts, l'école des Beaux-Arts. Et c'est grâce à l'école Boulle qu'il a eu sa carte de séjour. Vous ferez donc pas partie des gens qui disent « Ah là là, si ça m'était pas arrivé, je serais pas devenu l'homme que je suis ». C'est-à-dire que si vous aviez pas traversé... Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah ben j'ai eu un cancer, j'ai eu ceci, j'ai eu cela. Et j'ai changé. Ça m'a transformé comme si pour être meilleur, il fallait en avoir bien chié, si j'ose dire. » Vous faites pas partie de ces gens-là? Alors, vous vous dites le Covid, je m'en serais passé et je serais resté un homme honnête et avec ses valeurs. Oui, mais toujours, de toute façon, même quand la mort arrive, il faut rester quand même honnête avec soi-même. C'est pour ça que j'ai accepté et que je me suis laissé aller. Parce qu'il y a un côté doloriste, quoi. Il faut souffrir pour être meilleur, ce qui n'est pas une bonne philosophie, à mon avis. Oui, mais c'est pas... nous, on a vu nos parents souffrir au travail. Ouais. Ils ont subi aussi l'humiliation. Je ne vais pas vous cacher qu'à l'époque des Français, ça a été extrêmement dur en Algérie. Les parquets dans les quartiers arabes ou musulmans, comme ils disaient, ce n'est pas pour autant quand ils ont immigré en France qu'ils l'ont trahi ou qu'ils l'ont désobéi, bien au contraire. La plupart de cette génération-là, de nos parents, quand ils émigrent, tous ceux qui ont immigré en France, ils disent un jour je retournerai en Algérie. Finalement, ils sont tombés amoureux de la France et sont restés pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Vous avez passé beaucoup d'été, beaucoup de vacances. Oui, bien sûr. Et vous avez même été scolarisé. Au lycée Pasteur à Oran, à l'époque où c'était français. Ouais. Et le village, c'est Mostaganem. Mostaganem, 4e plus grande ville d'Algérie. Pardon, alors vous voyez... Ville des mimosas, parce que c'est là-bas où il y a beaucoup de mimosas. Ouais. Alors je ne sais pas si c'est intéressant, mais... Mais si, regardez comme c'est beau, parce que j'habite à côté. C'est votre histoire. C'est magnifique, parce que j'habite à côté, vous voyez, c'est très bidonville. Là, c'est le port de Mostaganem. Oui. Voilà, la rue Meki Ali, juste en face, il y a la maison d'Albert Camus, parce qu'Albert Camus est né là-bas. Et ouais, ça me fait quelque chose. Et le lycée Pasteur, vous en parlez d'une prison pour mineurs à l'époque. C'est quand même rude. Parce que, j'explique ça, en fait, il faut voir aussi l'ensemble de la réflexion c'est qu'on nous avait vendu le lycée Pasteur comme Marmara. Ouais, à l'époque, on y va et on s'éclate, on fait des excursions. Et finalement, non, quoi. C'était vraiment un internat international, mais où le niveau était très élevé, très, très, très élevé. Et puis, le fait qu'on n'ait pas eu nos parents à ce moment-là, et ça me fait vraiment plaisir que vous mettiez cette photo, vraiment. Bah oui, parce qu'elle est très présente dans le livre. Ouais, ça me touche. Vous venez dire que votre père est tombé amoureux de la France. Ouais. Qu'est-ce qu'il a aimé? Pourquoi il est tombé amoureux de la France? Qu'est-ce qui l'a rendu accro? Parce qu'il faut tomber amoureux d'un pays quand on vient de l'Algérie, que c'est son pays natal, que c'est un très beau pays. L'Algérie était française, donc déjà d'un côté, lorsqu'il travaillait en tant que comment on appelait ça,
jeune travailleur, il avait des fiches de paye françaises. Donc d'un côté, en 62, lorsqu'il y a eu justement l'indépendance, l'Algérie a commencé à nationaliser. C'est là où c'est devenu très très dur en Algérie, en tout cas pour les locaux. Donc il y en a énormément qui sont partis, les pieds noirs et tout ça. Il y en a beaucoup qui auraient aimé rester, mais d'autres sont partis. Donc mon oncle et mon père, quand ils ont émigré en France en falsifiant justement les papiers, oui, parce que mon père s'est laissé pousser la moustache, il était pas majeur. Et donc pour le coup, si vous voulez, lorsqu'il est arrivé en France, il voyait des choses qu'il n'y avait pas en Algérie. Donc il a vu qu'il y avait, entre guillemets, une certaine... Et puis il a travaillé sur des mythes aussi, sur la Tour Eiffel. J'étais avec lui, je peux vous dire, la Tour Eiffel, Lancel. Ouais. Voilà, à l'époque. Il y avait aussi une marque qui s'appelait Azzaro. Donc il y avait une vision aussi esthétique de la France ou non, parce qu'il était très doué. Et puis surtout, c'est qu'on confiait, il avait un savoir-faire que d'autres n'avaient pas. Et je me souviens, lorsqu'il était parti 6 mois pour travailler pour le roi en Arabie Saoudite, ça a été l'un des seuls à pouvoir gérer tout ce chantier. Voilà, où il avait 200 personnes, alors qu'il n'a jamais eu de formation d'architecte, mais qui savait lire un plan d'architecte, peut-être encore mieux qu'un architecte. Qu'est-ce qu'il a fait sur la Tour Eiffel ? On a travaillé en bas, c'était les fondations qui étaient en bas, donc il y avait énormément d'armatures. Ouais. Je me souviens, c'était le pilier gauche, ouais. Mais si mes souvenirs sont bons. Mais comme je filais droit avec lui, parce qu'il fallait pas aller marcher à droite à gauche. Moi, quand j'arrive et je découvre la Tour Eiffel, la seule chose que j'ai envie, c'est de monter là-haut. Et il me disait surtout reste là. Donc je disais reste là, il fallait obéir. Mais voilà, il y avait énormément de métallurgie à faire et des structures à remettre en place. Donc. Alors, dans les épisodes forts de votre vie, il y a la rencontre avec un homme, un autre, Claude Sals, prof de gym. Ouais. C'est lui qui vous a révélé à votre passion, celle du sport. Le basket surtout, ouais. Basket. Claude Sals, ouais. Et alors, après, vos parents vous offrent, même si c'était une famille modeste, ils vous permettent d'aller faire un stage aux États-Unis qui aurait dû changer votre vie. Ouais, ma mère. Je travaille pratiquement l'été. Mon rêve, c'était un peu comme tous les basketteurs d'aller faire un stage aux États-Unis. Donc, c'était durant 1 mois et demi, une espèce de road trip. Je me souviens, c'était 30 000 francs à l'époque. Donc, c'est beaucoup d'argent. C'est une sacrée somme, ouais. Beaucoup d'argent que je n'avais pas. Et c'est ma mère, de l'argent de mon grand-père, de son papa, qu'elle avait mis de côté, qui m'a dit tiens, mon fils, vas-y, prends-les et vas-y, c'est ton avenir. Et c'est vrai que j'ai vécu quelque chose d'exceptionnel parce que tout marchait bien là-bas. Je me souviens, j'étais allé à West Point, donc qui est le Saint-Cyr américain, Syracuse, Rutgers College, enfin, et là, la première fois que je débarque aux États-Unis avec le rêve américain, et je vois une manière dont les personnes jouent au basket qui n'a strictement rien à voir avec la même. C'est le show-off, c'est le spectacle. C'est-à-dire que je vois que ça court très très vite, c'est très puissant, que je me dis merde, j'ai été entraîné certes par des bons coachs, mais que ça suffit pas. Donc je me souviens, c'était de 7h où je restais jusqu'à minuit. Parce que je savais que l'argent m'avait donné ma mère, il fallait que je la rentabilise. Jusqu'au jour où j'ai une proposition justement de Tennessee High School, dont l'entraîneur, c'était celui qui nous suivait sur ce road trip. J'étais heureux comme un fou et ensuite, quand je rentre sur Paris, il y a cette catastrophe qui arrive. Alors, racontez-nous cette catastrophe, parce que là, vous êtes un phénix, hein, quand même. Ouais. Non, mais c'est vrai, il y a... Je crois qu'il y a des gens qui sont faits pour souffrir, d'autres où ça se passe très bien. Bon, non, je ne dis pas ça. Non, mais c'est une bonne souffrance. Pourquoi il faut l'accepter. Et puis, bon, c'est quand même un accident qui aurait pu être mortel. Oui, que je remercie aussi, parce que ça m'a permis aussi de passer quelques diplômes que je n'avais pas, parce que j'étais un vrai Ça vous fait louper quand même un début de carrière de basketteur aux États-Unis. Double fracture du péroné. Mais c'est ouverte surtout. Ouais. Mais disons, on dit chez nous, quand une porte se ferme, il y en a 10 autres qui s'ouvrent. C'est vrai. Je pense que j'en ai eu 9 qui sont ouvertes, il m'en reste une encore. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me fais renverser par un scooter en allant à l'entraînement, où le mec grille le feu rouge et me frappe le plein jump. Donc j'ai un an de rééducation avec 18 vis dans la jambe. Voilà, ça fait partie. Il y en a qui perdent la vie. Bon, moi, voilà, j'ai encore... Mais votre famille vous a appris la ténacité. Vous ne lâchez rien. Et il y a un moment, il y a l'opportunité Koh-Lanta qui s'ouvre à vous. Et alors là, vous y allez, mais alors... sans modestie aucune, parce que vous êtes déterminé à vous faire repérer. Oui, parce qu'à une époque, j'avais quand même cet esprit assez quelqu'un de... On ne va pas se le cacher, j'étais très imbu de ma personne, où il y avait que le physique qui comptait, il fallait que je sois plus forte que la machine. Et c'est vrai que la ténacité chez nous, on la tient de notre père, parce que quand on voyait nos parents travailler,
il y avait très peu on va dire, de ce qu'on appelle de permanence, en gros, c'est-à-dire de moments où il s'arrête de manger, il mangeait rapidement pour reprendre le travail, parce que son salaire pour lui, c'était de laisser son travail propre. Donc forcément, on a eu les meilleurs exemples. Et effectivement, il y a cette aventure. Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à crier. Mais parce que c'est quand même le moment où vous je sais pas. Parce que vous êtes révélé quand même à ce moment-là. Ça faisait un peu théâtre français. Le cinéma français se porte bien. Non, voilà, il y a cette aventure que j'ai envie de faire. Mais vous dites, alors, parce que vous devez répondre, non mais vous vous souvenez de la phrase que vous dites pour vous? À la directrice de casting, oui. C'est ça? Oui. Est-ce que vous pensez être le candidat idéal? Oui. Pour faire le casting, alors oui. me dire, est-ce que vous pensez être le candidat idéal? Alors, je ne pense pas être le candidat idéal, je suis sûr d'être le candidat idéal. Parce que ceux qui pensent, c'est ceux qui perdent. Voilà. Exactement. Bien. Et là, David... Je trouve ça une très bonne réponse. C'est la répartie c'est ceux qui perdent. Voilà. Ouais, parce que ceux qui pensent, ils restent sur place, et ceux qui agissent... voilà, oui, mais d'où ça vous est sorti, cette répartie? Vous l'aviez préparé ou... Non, pas du tout. De toute façon, on ne peut pas préparer un casting. Non, mais pour sortir ça avec un tel aplomb, quand on est un jeune... Il y a 19 ans, quand même. Un jeune blanc-bec, même à 19 ans, etc. Et même si on est sportif... Parce que c'est l'ego, c'est parce que, voilà, il y a le fait que je n'avais pas envie de tartiner dans le casting. D'abord, je fais des fautes d'orthographe, donc je voulais parce pas que faire votre griller. père, il n'aurait jamais répondu ça. Je pense pas que votre père, il aurait dit... Mais il aurait peut-être pas voulu faire Koh-Lanta. Non, parce que pour mon père... qui perd, parce que votre père, il pensait les choses avant d'agir. Non, parce que mon défunt père, pour lui, c'était pas un métier, ça. Ouais. C'était des conneries. Mais quelle était l'ambition quelle était votre ambition? Faire passer à la télé Non, parce qu'à l'époque, il y avait 6 chaînes. J'avais besoin de vivre une aventure, un petit Robinson Crusoe qui se la joue dans une île. Donc j'y suis allé et pour la première fois de ma vie, je suis accepté à un casting. Donc je me suis dit génial, ça va être sympa. Bon, je me suis dit pourquoi pas aussi trouver la femme de ma vie. Bon, pour le coup, c'est raté. mais vous l'avez trouvé plus tard. Plus tard, oui, largement plus tard. et donc pour le coup, voilà, j'ai fait cette aventure qui a un peu changé certaines choses dans ma vie. Qu'aurait dit votre père de ça? Il était là encore, il était vivant. Qu'est-ce qu'il en a pensé? Non, il y avait beaucoup de recul. Quand mon père me regardait pas, ça veut dire que tout allait bien. Quand il me regardait, j'allais plutôt voir ma mère pour savoir ce qu'il y avait. Parce que mon père parlait souvent avec ma mère, mais avec nous, c'était viens ici et viens, je vais t'apprendre quelque chose. Et ne moufte pas, hein. Il vous disait souvent, il faut regarder, observer, mais... Toujours, c'est ça. Ouais. Ouais. Comment est-ce que vous expliquez que vous soyez le seul dont on se souvient de Koh-Lanta? Oui, c'est vrai. C'est gentil. Bah oui. Non, mais c'est pas gentil. J'ai bien fait de venir. Non, mais c'est pas gentil. Non, mais c'est une réalité. Écoutez, je sais pas. Parce qu'il pensait pas. Mais parce qu'il avait une personnalité. Parce qu'il était le candidat idéal. En tout cas, je remercie Isabelle Gambotti, qui était la directrice de casting à l'époque. C'est grâce à elle si j'ai eu, en tout cas, cette médiatisation. Je sais pas, peut-être que j'étais là au bon endroit, au bon moment, et que même si les choix que j'avais faits à cette époque-là, je les assume pas parce que j'aime pas me regarder. Et puis le caractère que j'avais à l'époque. Vous aviez un côté grande gueule quand même. Oui, mais c'était grande gueule, mais je pense que parfois ça atteignait un paroxysme qui n'avait pas lieu d'être. Donc, vous aviez vu le Loft, dont on a célébré les 20 ans cette année? Le 1, comme tout le monde, bien sûr. Mais qu'est-ce que ça vous avait inspiré de voir le Loft et ce nouveau type d'émission très voyeuriste, quoi? Ouais, mais faut dire, à l'époque, c'était quand même digne de Spielberg. C'est-à-dire que tout le monde était connecté. C'est vrai. Et tout le monde a aimé, on ne va pas dire... Et c'était génial, quelque chose de nouveau, débarquait, d'autres ont pris des risques de le faire. Bon, voilà, super. Après, effectivement... Parce que, si vous voulez, il y a un contraste. Alors, je suis désolée, David, oui, mais... Parce que on a des images. c'est génial. On manque de temps. Merci. On va passer au Téléthon. Non, parce que...